Là, en fait, ce que je vais vous parler moi ce soir, c'est plus ou moins ce qui s'est passé dans ma vie de développeur, si on peut le dire comme ça, quand j'ai fait du recrutement et quand j'étais plus ou moins architecte, lead dev, etc. Et globalement, dans toutes les équipes, il y a, on va dire, une tendance. Quoi qu'il se passe, que vous soyez dans du métier ou même dans du développement, même si dans le développement, déjà c'est mon domaine de prédilection, donc je ne suis pas d'en parler réellement, mais que j'ai retrouvé à peu près partout. Donc, comment se faire aider en tant que développeur? Comment se faire aider en tant que marketing, métier, ce que vous voulez, chef de projet, pas de problème. Et finalement, je vais surtout vous parler en fait, des processus d'intégration quand vous êtes un nouvel arrivant dans une nouvelle structure, un nouveau projet qui se passe. Par exemple, vous pouvez être depuis 2 ans dans la même boîte, mais changer de projet, avoir de nouveaux teammates. C'est entièrement possible. Alors, ça c'est moi. Je fais ça très rapidement. Globalement, je suis parti aussi comme Jean des organisateurs des Xtalks. Et en même temps, je monte ma startup avec mon associé qui s'appelle Woofer. Je ne pouvais pas forcément pitch souvent avec une très en même temps, mais ceux qui s'intéressent, on fait de l'immobilier. On fait de l'immobilier bien. Alors, pourquoi c'est important finalement d'intégrer une nouvelle personne dans son équipe? Ça peut paraître très bête comme ça, mais finalement c'est juste pour avoir de la performance et de l'ambiance. Parce que l'ambiance au sein de son équipe, c'est un des premiers facteurs, en tout cas dans le développement, qui va faire qu'on va avancer. On va réussir à sortir finalement de nos sprints, de nos processus, et créer un projet au fur et à mesure, là, 1 mois, 2 mois. Et actuellement, dans les équipes et même dans les grosses boîtes, c'est souvent des projets de 6 mois, 1 an. Donc si on n'arrive pas à avoir une ambiance, on n'arrive pas à avoir une facilité d'aide, une facilité de parler à ses coéquipiers, on n'avance pas. Donc, petit même, parce que franchement c'est rigolo. Alors, ça c'est assez dans le dev, mais je suppose que c'est pareil dans d'autres métiers. J'ai vu 3 types, entre guillemets, d'aide quand on arrive, de processus. Le premier, il n'y en a pas, personne t'aide. Alors, il y a des raisons pour ça, je vais en revenir un petit peu après. Celui qui est le plus, finalement, connu, c'est le mentorship programme, c'est le buddy system. Finalement, pendant 1 semaine, 2 semaines, peut-être 1 mois, il y a une personne qui est allouée à ton service, qui va t'aider, entre guillemets, à t'écouter, à t'aider, etc. Et le dernier, c'est le pair programming. Je ne vais pas forcément expliquer tout ce que c'est, mais au fur et à mesure, je vais en parler. Alors, le pas d'aide et très peu d'aide, finalement, il est très fréquent. Pour le coup, je pense que c'est à peu près 70% de mes expériences et des expériences que j'ai pu en vendre. On arrive dans un projet en général pour une raison, c'est qu'une personne est partie. C'est une des premières raisons, finalement, quand on commence un nouveau projet. C'est très rare qu'on a la chance de participer à une création de projet, une création de boîte, quoi qu'il se passe. Et donc, ce qui se passe quand la personne part, vous arrivez sur du code, finalement, et il n'y a personne qui va vous dire ce qui se passe. Donc, personne n'est capable de vous dire pourquoi il a fait ça. Et finalement, vous vous retrouvez à faire de l'archéologie, à errer dans les bureaux, espérer que quelqu'un peut-être connaisse ce qu'il a fait, c'est ce nombre de variables, parce que si je les touche, ça change absolument tout, il ne va rien se passer. Alors en général, quand vous êtes dev, vous allez commencer à essayer de tout isoler, par-ci par-là, et finalement vous allez péter un câble, et dire bon écoutez, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Et est-ce que quelqu'un peut m'aider? Il arrive trop tard. Des fois, pendant 3 jours, vous avez bloqué, vous êtes resté assis, vous avez ça a marché, peut-être que je vais comprendre aujourd'hui. Finalement, vous ne comprenez pas, parce que c'est normal, hein, si personne n'est capable de vous aider, vous ne pouvez pas comprendre tout seul, surtout quand vous avez du code archaïque, historique. C'est notamment le cas d'Orange, hein, c'est le cas plus ou moins que je connais très bien. Il y a un nom pour ça, c'est historique. Quoi qu'il se passe, quand on n'a pas la réponse c'est historique. Voilà, ça a plus de 20 ans, personne ne sait vraiment pourquoi c'est là, personne n'est capable de dire si c'est toujours utile. Des fois on arrive, mais c'est même pas vrai. Jusqu'à maintenant, je connais personne qui est capable de me dire ça, je sais à quoi ça sert, ça a 20 ans. Si vous connaissez une personne qui est capable de dire ça, soit il a 70 ans, soit ça n'existe pas. Et enfin, deuxième plutôt, étape, c'est la partie mentor. Alors mentor, en général, tout le monde connaît. Tout le monde a déjà vécu ça, plus ou moins. Dans une équipe, on arrive, alors on se dit ok, ce mec-là, il va être alloué
pour toi pendant 1 à 2 semaines, voire un mois. Alors, honnêtement, ça marche bien. Voilà, c'est pas trop mal si vous faites ça pour ton époux. Mais pour que ça marche bien, il faut être certain que la personne qui va faire le mentor ait des capacités déjà, et ne va pas attendre qu'on lui pose des questions. C'est à elle de poser des questions. Parce que vous êtes nouveau, vous avez une nouvelle ambiance, et vous avez un ego, vous êtes là pour faire vos preuves, vous n'allez pas poser des questions qui ne sont pas forcément très pertinentes, des questions qui vont être assez larges, ou des questions qui ne sont pas du day-to-day job, finalement. Et ça, c'est la personne qui va vous mentoriser, je ne me moleste pas, mais qui va faire ce mentorship. Si vous n'êtes pas, s'il ne vient pas vous voir et poser la question, ça ne sert pratiquement à rien. Bon, en général, c'est des personnes qui sont plus ou moins sur des postes seniors, qui ont l'habitude, ça se passe très bien. Mais dans des startups, c'est pas toujours le cas. Et l'effet mentor, il marche très mal. Parce qu'on a un ego qui est plus ou moins surdimensionné, notamment dans le dev. Et j'ai vu des cas où le mec est resté pendant 2 mois à rien faire, parce que finalement, on l'a alloué à vous, et ça n'avance plus. Finalement, on a 2 personnes qui font rien, ou à moitié rien. Et ça, forcément, c'est pas la joie. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même une bonne façon de faire un processus d'intégration. Et enfin, peu connu en France, mais que j'ai vécu à l'étranger, et que je recommande absolument, c'est le pair programming. Alors, pair programming, c'est très simple. Vous avez un conducteur et un navigateur. Le conducteur, il a la main sur le volant, et le navigateur, il dit qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut aller. C'est la même chose dans le développement. Il y en a un qui va faire du code, et l'autre qui va dire alors, pour ce besoin-là, il faut que tu ailles ici, il faut que tu fasses ça. Là, on a besoin, je sais pas, de rajouter un bouton, où est-ce qu'il se trouve? Il peut être dans un fichier que personne ne connaît, mais cette personne-là, forcément, voilà, la logique du métier, la logique de la boîte, elle sait où aller. Et ça, finalement, qu'est-ce que ça cause comme réel intérêt? Vous n'allez plus avoir le besoin d'attendre la question. Vous allez voir la question arriver avant même que la personne se pose le problème. Parce qu'au moment où il va s'arrêter, vous en tant que mentor, en tant que navigateur, vous dire ok, si tu veux là je peux t'aider, je vois que tu bloques, ne me pose pas la question, je connais la réponse, voilà où est le souci. Et il va voir instantanément le blocage. Il n'a plus besoin de se dire, d'attendre patiemment sur son siège, ok moi j'ai une semaine à jouer, viens me voir, viens me poser des questions, ou peut-être que lui s'il est sympa il est venu me voir. Mais même s'il vient me voir avec des questions, c'est des questions qu'il a en tête. Il n'a pas forcément des questions qui peuvent être banales, des questions sur du naming parce que c'est vieux, ou alors c'est en fonction de ce métier. Peut-être avant il a travaillé, je sais pas, dans l'agriculture, maintenant il est dans on va dire l'espace, du moins l'aérospatial, qui n'a rien à voir. Mais dans l'idée, forcément il y a des termes qui sont liés au métier. Par exemple, si je prends l'immobilier, les gens savent plus ou moins ce que c'est un courtier, et pas tout le temps. Le plein pied, il y en a qui vont croire que c'est juste parce que ta maison elle est sur plein pied, ce qui est vrai en français, mais c'est pas du tout le cas. Même les garages, il y a plein. Même juste le primo-accédant, c'est une personne qui va acheter pour la première fois, c'est un mot qui est vraiment spécifique à l'immobilier. Si tu ne t'y connais pas, ou si tu connais très peu, c'est normal que tu ne connaisses pas le nom en tout cas. Donc ça, le pair programming, ça aide tout simplement à détecter où est l'erreur avant même qu'il y ait, ou moins où est la question avant même qu'il y ait la question. Et finalement, il répond. Alors, est-ce que c'est la solution? Oui, mais ça n'empêche pas de faire d'autres choses à côté. Une doc, en général, les gens savent ce que c'est une doc. Ils la font, mais ils la font mal. Qu'est-ce que je dis mal? Une doc, ça ne sert pas à expliquer chaque bout de votre code ou chaque élément stratégique de votre entreprise. Ça sert à expliquer les choses qui sont biscornues, les choses bizarres. Quand il y a une chose qui est bizarre, il faut l'expliquer dans la doc. Si vous expliquez absolument tout, la chose qui est vraiment intéressante, la chose que la personne va se poser la question dessus, elle ne va pas y être. Et la doc, finalement, ça ne sert qu'à ça. Et enfin, ce que j'aime particulièrement, c'est Slack, pour ceux qui connaissent, ou n'importe quel outil de messaging instantané, dédié en fait un espace d'aide anonyme. Je dis bien anonyme, pour enlever la partie ego, et même la réponse pratiquement aussi anonyme. Vous pourrez savoir que la personne qui va répondre, ça peut être peut-être la même personne qui au bout d'une heure se dit « Ah mince, j'ai fait une erreur, en fait c'était très simple la question, et la réponse aussi est simple. » Voilà, tout est anonyme, c'est très rare. Alors ça, honnêtement, je l'ai vu qu'une fois, mais ça marche du tonnerre. C'est-à-dire que j'ai vu des gens se poser la question, et sans l'appréhension de tourner en rond, dire est-ce que je dois le poser ou pas, et personne ne va juger, personne ne sait forcément qui c'est, bon, sauf si vous êtes à côté, vous pouvez taper, mais si vous n'êtes pas à côté, si vous êtes dans un bureau externe, finalement ça marche excessivement bien. Bon, et en dehors de tout ça,
si on revient un petit peu à l'idée générale de comment poser une question, surtout dans le dev en tout cas, ne posez pas une question si vous n'avez pas essayé. C'est l'idée globale. Mais dans le dev, on va dire, tu fais toi-même les erreurs, il faut que tu es capable d'avoir prouvé que tu allais chercher les logs, donc voir les erreurs qui sont déjà créées par le serveur, par le client, créer un exemple toi-même qui soit plus ou moins compréhensible pour absolument tout le monde et reproduire l'erreur finalement, si c'est possible, si ce n'est pas possible, avoir au moins montré un minimum d'intérêt, d'avoir essayé de démontrer à la personne à qui tu as posé la question que tu n'es pas le mec qui a réfléchi pendant une seconde. Il faut au moins que tu aies travaillé peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, peut-être même une journée, mais au moins démontrer que tu es capable de comprendre ce que tu es en train de faire et comprendre pourquoi il y a eu, de déterminer pourquoi il y a eu l'erreur, à quel moment elle intervient, et se dire voilà, là je suis incapable de répondre, j'ai essayé, je n'y arrive pas. Et en général, la personne qui va te répondre, elle va te répondre avec toute la bonne sympathie, elle va comprendre que tu t'es intéressé à son sujet, et tu n'es pas la personne qui a vu un mot sur une doc ou sur un bout et qui a posé directement, qui a envoyé 3 mails à 10 personnes et 10 premiers une réponse et tant mieux. Ou qui court dans le bureau, ça existe. J'en ai déjà vu. Bon, et enfin, pourquoi j'ai dit que cette est très rapide et finalement c'est une question ouverte. Ça m'intéresse énormément de savoir s'il y a des gens ici qui ont déjà fait du pair programming et surtout s'ils savent du moins que leur processus d'intégration intègre, ou leur intégration, recrutement, n'importe quoi. S'il y a déjà des gens qui ont vu, ok, pair programming, on met 2 personnes ensemble, qui vont travailler ensemble. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez des retours là-dessus? Déjà, qui c'est qui connaît un minimum ce que c'est? Ok, gens derrière, donc je suppose que personne n'a jamais vu les retours là-dessus. Évidemment, vous aurez appris quelque chose. C'est tout simplement le fait d'allouer 2 personnes pour un seul job. Et de voir comment ça se passe. Et essayer d'avoir une différence de niveau. Parce qu'en général, quand tu as quelqu'un qui est junior, un tri-level, un senior même, ça peut arriver. Hein. Il y a des seniors qui arrivent sur un nouveau pont de métier qui sont, je pense, ça va être même encore plus compliqué pour eux, parce que ça va être pas facile de poser des questions à une personne qui est censée être moins bon, on va dire, en général que soi. Donc, ça permet entre guillemets de rapidement gaper entre guillemets le level et essayer de rattraper la personne qui a un meilleur niveau que toi, ou du moins qui a pas des plus que toi. Voilà. Je vous l'ai dit, c'était très rapidement.